Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En prolongement de ce qui vient d'être dit, effectivement, au départ de ce type d'activité, il y a toujours du travail quand même d'experts, entre guillemets, donc c'est un gros mot aujourd'hui, les experts. Mais je veux quand même rappeler qu'il y a eu en France un très très gros travail qui a été fait et qui a été publié sous le nom de rapport Agrimonde, qui a beaucoup servi à la préparation de ce travail et aussi d'ailleurs au rapport qui vient d'être évoqué, qui a été fait par l'Académie des sciences. Ce type de rapport répond en général à des demandes du gouvernement. En tout cas, c'est à lui qu'il est adressé. Bien entendu, c'est un travail collectif. Il y avait 2 rapporteurs, mais il y a eu tout un groupe de personnes qui ont travaillé pendant plus de 2 ans, de nombreuses auditions, plusieurs dizaines de personnes. Une lecture critique ensuite faite par des destinataires potentiels appartenant à la société de façon un peu générale, qui sont plutôt des experts. Donc tout ceci aboutissant à des recommandations et qui pouvaient être utiles aussi, je crois, comme base de départ pour le travail qui a été fait, comme on vient de le dire, dans le cadre de la préparation de ce colloque. Je vais pour ma part donc vous dire quelques mots sur les aspects démographiques, parce qu'après tout, c'est quand même ça le point de départ. Le problème, c'est de nourrir des gens. À quand la fin de la faim, qui est le titre de ce colloque? C'est, je crois, une question qu'en fait l'homme se pose depuis qu'il se pose des questions sur lui-même ou sur le monde. Et pendant des millénaires, se nourrir a été la préoccupation première, sinon unique. Nous l'avons oublié, alors que, on vient de vous le rappeler, c'est encore le cas de centaines de millions, voire d'1 milliard d'habitants sur la Terre, que de se trouver l'alimentation tous les jours qui leur est indispensable. Les produits que nous trouvons et nous achetons en abondance dans nos supermarchés, ils ne tombent pas du ciel. Il a fallu que des producteurs, quelque part, travaillent la terre, disposent des ressources nécessaires, de l'eau en quantité suffisante. Alors, nous avons plus ou moins bien relevé le défi d'un formidable accroissement démographique, je vais y revenir, au cours des 50 dernières années. La question, c'est est-ce qu'on pourra encore le faire dans les prochaines décennies? Ce monde dont la préoccupation essentielle, c'était de trouver de la nourriture, c'était un monde de paysans, bien entendu, essentiellement. Et génération après génération, il fallait faire face à peu près au même problème, dans un contexte de croissance démographique qui était faible ou nul. Et ce quasi-équilibre démographique, il résultait de la combinaison d'une forte mortalité et d'une forte fécondité. Les conditions sanitaires étaient telles qu'on ne vivait en moyenne guère plus de 25 ans, espérance de vie moyenne 25 ans. Alors ça veut dire qu'en fait, la moitié des nouveau-nés décédés avant 5 ans, et l'autre moitié survivait et pouvait espérer vivre en moyenne jusque vers 50 ans. Alors pour compenser cette forte mortalité, il fallait une fécondité élevée. On peut faire un petit calcul très très simple. Si, mettons, 1/3 des enfants arrivent à l'âge où à leur tour ils peuvent avoir des enfants vers 25-30 ans, eh bien chaque couple doit avoir 6 enfants pour être remplacés convenablement, 6 enfants qui arriveront eux-mêmes donc à l'âge de reproduction. On y parvenait de diverses façons, ça dépendait des régimes matrimoniaux qui pouvaient être très variables, mais enfin, grosso modo, il fallait, comme on dit, laisser faire la nature, c'est-à-dire ne pas mettre d'obstacle à l'arrivée des enfants. Tout a changé quand on a commencé, d'abord par des mesures de prévention appropriées, à réduire la mortalité. En France, on a pris conscience que des progrès étaient possibles dès les XVIIe, XVIIIe siècles. Et les progrès commenceront à être visibles à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On a alors commencé à imaginer la possibilité, le risque d'une croissance démographique non négligeable, et donc on a commencé à s'en inquiéter. Alors au début, les débats ont été assez confus, on n'avait pas de données très très précises. Montesquieu et Mirabeau, par exemple, prétendaient que la population européenne était bien inférieure à celle de l'époque romaine, de 1000 ans plus tôt, 1700 ans plus tôt. Et c'était d'ailleurs, disait-il, la faute à la religion. Tandis que Voltaire, lui, pensait le contraire. Mais tout ça sur la base de données très très incertaines. Alors en 1798, un pasteur anglais, encore très obscur, va jeter un pavé dans la mare et dans son essai sur le principe de population, Malthus va avancer une thèse très pessimiste, sur laquelle on vit encore très souvent, qui veut que la population puisse croître de manière spontanée, de façon exponentielle, alors que les ressources alimentaires ne peuvent croître que de façon, selon une progression arithmétique. Alors évidemment, ceci ne peut que créer un écart
qui va aller grandissant. Et le risque, à ce moment-là, c'est une hausse de la mortalité, puisqu'il y aura des crises de famine, à moins, disait Malthus, que les individus ne décident de limiter volontairement le nombre de leurs enfants en fonction de leur capacité à les nourrir. Malthus a écrit « Un homme qui naît dans un monde déjà occupé, si ses parents ne peuvent le nourrir, si la société n'a pas besoin de son travail, il n'a aucun droit à réclamer la plus petite portion de nourriture, et en fait, il est de trop sur terre. Au grand banquet de la nature, aucun couvert n'est mis pour lui. La nature lui commande de s'en aller et ne tarde pas à mettre sa menace à exécution. » Phrase brutale, tellement dure qu'elle lui sera vivement reprochée et que Malthus ne la reprendra pas dans les éditions ultérieures de son essai. Mais pour lui, donc, il était clair qu'il ne fallait pas aider les personnes en trop. Et les lois qui accordaient à l'époque, déjà en Angleterre, aux indigents des aides en cas de nécessité, on les appelait les lois sur les pauvres, les poor laws, devaient être abrogées. Malthus a été soutenu par ceux qui pensaient qu'en effet, il ne fallait pas laisser une partie de la population se satisfaire de l'assistanat, et il a été combattu par ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas reprocher aux pauvres d'être pauvres. Petit débat qui, me semble-t-il, est encore d'actualité aujourd'hui. En tout cas, les thèses de Malthus ont eu une grande influence sur les hommes politiques, sur les économistes, c'était une nouvelle catégorie de population, de scientifiques qui apparaissaient, et des scientifiques aussi, comme Darwin au XIXe siècle. Mais il a été combattu par des esprits progressistes, comme Condorcet, qui croyaient que non seulement les progrès de la science pouvaient résoudre les difficultés des hommes, mais que la sagesse de ceux-ci pouvait modifier les comportements en temps utile. Voilà, à contrario, ce qu'écrivait Condorcet, d'ailleurs avant Malthus, puisque Malthus, dans son essai, répondait à Condorcet. Il évoquait effectivement le risque d'une concurrence difficile entre la croissance démographique et la croissance des ressources alimentaires, mais Condorcet disait « Il pourrait donc y avoir une limite à la masse possible des subsistances, et par conséquent à la plus grande population possible, sans qu'il en résultât cette destruction prématurée de la population, si contraire à la nature et à la prospérité sociale d'une partie des êtres qui ont reçu la vie. » Et pour lui, en cas de plafonnement des ressources alimentaires, écrivait-il, en supposant que ce terme dût arriver, il n'en résulterait rien d'effrayant pour le bonheur de l'espèce humaine, car les hommes sauront alors que s'ils ont des obligations à l'égard des êtres qui ne sont pas encore, elles ne consistent pas à leur donner l'existence, mais à leur donner le bonheur. Et donc, pensait-il, les hommes sauront limiter à temps leur descendance. La suite de l'histoire a clairement montré que, d'un côté, Malthus avait vu juste quant à la possibilité d'une croissance géométrique pour la population, mais qu'il se trompait complètement, et heureusement, quant aux possibilités de croissance de la production agricole. Et la population, donc, ne s'est jamais effondrée. Et vous allez pouvoir en juger par ce petit graphique qui représente l'évolution de la population mondiale depuis 2000 ans. Donc, l'échelle horizontale, c'est de 0 à 2000 à peu près. Bien entendu, les estimations sont assez imprécises pour les premiers siècles, mais on pense qu'il devait y avoir à peu près 200 millions, environ 100, 300, environ 200 millions d'habitants sur Terre au temps de l'Empire romain. Et sur ce graphique, vous voyez, c'est à peu près au milieu de l'échelle que la courbe commence vraiment à décoller, la courbe de la population. Donc c'est vers l'an 1000. Il y a eu une interruption, il y a eu un repli qui est assez bien documenté au cours du XIVe siècle, qui a été un siècle terrible. Il y a eu des grandes famines, des grandes épidémies. Et ensuite, la croissance a repris jusqu'à, semble-t-il aujourd'hui, d'après ces graphiques. Alors, vous voyez que c'est une allure d'exponentielle. Mais l'échelle des ordonnées est semi-logarithmique. Pour ceux qui ont fait un petit peu de mathématiques, donc, vous voyez que ça veut dire que c'est une exponentielle d'exponentielle. Donc la croissance est vraiment extrêmement rapide. Il faut quand même réaliser que les taux de croissance, pendant longtemps, étaient extrêmement faibles, inférieurs à 0,2% par an jusqu'au XIXe siècle. Et au cours de ce XIXe siècle, là, le taux moyen a monté, il a atteint en moyenne 0,5%, et au cours du siècle suivant, il a atteint 1,4% sur la moyenne du siècle. En fait, si on regarde ce taux de croissance, on s'aperçoit qu'il a atteint un maximum vers 1960. Ici, ce graphique-là part seulement en 1900. En 1900, on était à peu près donc, à 1,5% de croissance démographique. C'était déjà le début de cette période d'envolée.
il y a eu un petit repli, et puis on a eu une montée assez rapide qui a abouti donc à un taux de 2% par an en 1960. Alors 2%, ça peut sembler faible, hein, mais il faut prendre conscience de ce que ça veut dire, un doublement de la population en 35 ans. 35 ans, c'est un peu plus que l'intervalle entre deux générations. On fait les enfants en moyenne à 30 ans. Donc ça veut dire que les enfants vivent dans un monde qui est 2 fois plus peuplé que celui qu'ont connu leurs parents au même âge. Alors sur ce graphique, vous avez l'évolution historique du taux jusque 1960 avec une croissance, puis un retournement. Donc ça, c'était la nouvelle majeure, essentielle de ce milieu du XXe siècle, la fin de l'accroissement du taux d'accroissement démographique et le début de sa diminution. Aujourd'hui, on est revenu vers 1% à peu près, et la partie rouge du graphique, c'est une extrapolation correspondant aux projections sur lesquelles je reviendrai. Il faut bien comprendre, donc, il faut prendre conscience d'un fait, c'est que la population mondiale a connu une évolution absolument inouïe, sans précédent dans son histoire, principalement au cours du XXe siècle. Et au cours de ce siècle, elle est passée de 1,6 à 6,1 milliards d'habitants. Et avec un rythme de croissance donc, qui, non seulement n'a jamais été connu dans le passé, mais serait certainement insoutenable. Parce qu'à ce rythme de doublement tous les 35 ans, eh bien, nous serions 12 milliards en 2035, 24 en 2070 et 400 vers 2200, par exemple. Donc on a du mal à imaginer. Alors comment en est-on arrivé là? Partant de la situation que j'ai décrite, à savoir un équilibre entre la forte mortalité et la forte fécondité, les hommes ont commencé, je l'ai dit, à lutter efficacement contre la mortalité au début du XIXe siècle, pour les pays les plus avancés, et au milieu du XXe pour une grande partie du reste du monde. Alors l'espérance de vie, elle est passée donc à 30 ans, puis 40, puis 50 ans, sans que, souvent, la fécondité, elle, ne change. Alors, il en a résulté un écart croissant, bien sûr, entre le nombre de naissances et le nombre de décès. On peut illustrer la situation par un cas contemporain, extrême aujourd'hui, celui du Niger. L'espérance de vie dépasse 50 ans, c'est moins que la moyenne mondiale, mais c'est beaucoup mieux qu'autrefois. Les femmes ont plus de 7 enfants en moyenne. Résultat, la population croît à un rythme record qui est de 4% par an, soit un doublement tous les 20 ans. Heureusement, dans la majorité des pays, la fécondité a baissé plus rapidement et ces pays ont évité des épisodes de croissance aussi extrêmes. Mais pendant cette phase, on a accumulé ce qu'on appelle une inertie considérable pour la population. Je ne vais pas l'image ici, mais imaginez la pyramide classique des âges, en forme de pyramide égyptienne. Si les personnes qui sont autour de 30-40 ans décident d'avoir moins d'enfants, très bien, les naissances vont être réduites, mais avant qu'on commence à avoir un effet, vous aurez toutes les générations qui ont 30, 25, 20, 15, 10, 5 ans, qui sont plus nombreuses, parce qu'elles appartiennent à l'histoire passée, et même si elles font chacune un peu moins d'enfants, ça va contribuer à un nombre de naissances qui va rester encore élevé pendant un certain temps. Et donc c'est cette inertie qu'il faut maintenant absorber avant d'observer vraiment une diminution de la population. Pour le moment, c'est le taux d'accroissement qui diminue, mais la population continue à augmenter. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes 7 milliards, avec un taux de croissance un peu supérieur à 1%, et une fécondité moyenne qui est déjà descendue à 2,5 enfants par femme. Vous voyez qu'elle est déjà très faible. Où en serons-nous dans 40 ans, en 2050 ? Les Nations Unies ont un bureau qui effectue régulièrement des projections de population pour tous les pays du monde. Et ces chiffres font référence parce qu'ils reposent sur une base de données de départ qui est la meilleure et une méthodologie qui s'est éprouvée au fil des projections successives. Ils en ont déjà fait une vingtaine. Dans l'exercice le plus récent, les Nations Unies annoncent une population de 9,3 milliards d'habitants en 2050. Ça, c'est ce qu'ils appellent l'hypothèse moyenne. Jusqu'ici, c'est celle-ci qui a été à peu près réalisée si on regarde les projections qui ont été faites il y a 20 ou 30 ans. La population, après 2050, continuerait à croître encore un petit peu et plafonnerait finalement, 50 ans après, à 10 milliards d'habitants à peu près. Mais restons-en à l'horizon 2050 qui est plus réaliste. On entre donc dans une phase de décélération et elle va se poursuivre à un rythme quand même variable selon les pays du monde. Sur ce graphique, vous avez depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première moitié, et ensuite jusqu'à 2050, c'est la projection, l'évolution des populations par grande région du monde.
Alors, vous voyez qu'il y a une courbe qui se détache de toutes les autres, c'est l'Asie. C'est là qu'on doit attendre la plus forte croissance démographique encore dans les 50 prochaines années, bien que la fécondité ait beaucoup baissé. Et on est vraiment là dans le cadre de ce mécanisme d'inertie que j'évoquais précédemment. Donc la population va encore presque doubler pour l'Asie. La deuxième courbe qui apparaît, c'est l'Afrique. Alors, elle est certes en valeur absolue pour le moment nettement en dessous de l'Asie, mais par contre, vous voyez qu'elle est sur une pente de croissance plus forte. Et en valeur relative, c'est la population de l'Afrique qui va augmenter le plus dans les décennies à venir. Pour les autres régions, on est dans une situation de quasi-stabilisation, en tout cas pour l'Europe, peut-être même un certain recul. L'Amérique du Nord croît encore un petit peu. L'Amérique latine va aussi augmenter, mais se stabiliser. Et tout ceci ne contribuera pas beaucoup donc, à l'évolution de la population mondiale. Alors, cette évolution, elle résulte beaucoup donc, des tendances de la fécondité qui apparaissent sur ce graphique. Là aussi, 50 ans rétrospectivement de tendances observées et 50 ans de projection. Ce qu'on voit, c'est que partout, sur les 50 premières années, c'est-à-dire jusque-là à peu près, partout, la fécondité a baissé, plus ou moins, mais partout elle a baissé, même en Afrique. Et que cette Afrique, qui est la courbe du haut, reste malheureusement en retard. C'est là que la fécondité est encore le plus fort aujourd'hui, mais elle est quand même sur une pente descendante, pense-t-on en projection aussi, et elle devrait quand même arriver à un niveau inférieur à 3 enfants en l'an 2050. Mais là, le mécanisme d'inertie va jouer à plein pour l'Afrique. En Asie, on est déjà donc à moins de 2,5 enfants par femme. Alors, la projection moyenne, j'ai dit 9,3 milliards. Est-ce que vraiment c'est inéluctable ? Comment est-ce qu'on fait des projections ? Il faut des hypothèses de mortalité et de fécondité. Bon, je n'insiste pas trop sur la mortalité, on espère qu'elle va continuer à baisser, donc l'espérance de vie va augmenter. Pour la fécondité, on pense donc que la baisse va se poursuivre. On est aujourd'hui à peu près à 2,5 enfants en moyenne mondiale, et on pense arriver à 2,2 en 2050, c'est-à-dire à peu près ce qui assure le renouvellement des générations. Alors, est-ce qu'on pourrait aller plus vite ? Les Nations Unies proposent une alternative, une hypothèse qu'ils appellent basse, dans laquelle la fécondité de chaque pays est réduite systématiquement de 1,5 enfant. On est obligé de couper les enfants en morceaux pour les projections démographiques, donc on réduit de 0,5 enfants. Alors, dans ce cas-là, la population mondiale serait de 8,1 milliards. On gagne 1 milliard donc, par rapport en 2050 par rapport à la projection précédente. C'est sans doute mieux. Est-ce que c'est réaliste ? Et il faut voir que ça supposerait que la fécondité atteigne en Asie 1,4 enfants à peine, donc au lieu des 1,88 qui sont prévus. Donc on prévoit actuellement moins de 2 en 2050 pour l'Asie, notamment à cause de la Chine. Il faudrait qu'on soit à 1,4. En Europe, il s'agirait de passer de 1,9 à 1,4. Ça, c'est possible, ça existe déjà. C'est déjà la situation dans un certain nombre de pays d'Europe. Et en Afrique, au lieu de 3,37 prévus pour 2050, il faudrait arriver à 2,45. On serait à un niveau de fécondité qui serait effectivement très faible. Bon, pour l'Asie, il y a des discussions sur le niveau effectif de la fécondité en Chine. Il ne serait pas invraisemblable d'arriver à une fécondité de cet ordre-là. Pour l'Europe, si les conditions actuelles, s'il n'y a pas de reprise réelle de fécondité en Europe, on ne serait pas forcément très loin non plus. Pour l'Afrique, ça supposerait quand même une baisse extrêmement forte. On est aujourd'hui encore à presque 5 enfants en Afrique. Donc il faut vraiment une accélération de la baisse qui est peut-être la plus difficile à obtenir, ce qui fait que l'hypothèse 8 milliards me paraît moins difficile à atteindre. On sera peut-être un peu entre les deux, un peu en dessous de 9. Alors, ça, c'est pour le côté fécondité. Est-ce qu'on pourrait jouer sur la côté mortalité ? Les Nations Unies avaient envisagé, il y a quelques années, une hypothèse dans laquelle la mortalité ne bouge plus. Donc, on suppose qu'il n'y a plus aucun progrès en matière d'espérance de vie pendant 50 ans. On gagnerait effectivement 1 milliard à peu près dans ce cas-là. Mais on a du mal à imaginer qu'il n'y aurait aucun progrès possible pour la mortalité. Il y a des pays dans lesquels il y a vraiment besoin de faire baisser la mortalité, donc aucun progrès global à l'échelle mondiale. Alors certains imaginent des catastrophes. Ils disent, de toute façon, l'écart entre les ressources et la population est tel, comme le disait Malthus d'ailleurs, qu'on va à la catastrophe et que ça contribuera à freiner la croissance démographique, évidemment. Il faut prendre la mesure de ce que veut dire une catastrophe. Chaque année, actuellement, l'excédent des naissances sur les décès, c'est de l'ordre de 80 millions. C'est-à-dire que la population augmente, la population mondiale, de 80 millions par an. Si vous avez une catastrophe, à un moment donné, qui élimine 80 millions d'habitants, vous avez simplement arrêté la croissance d'une année.
sur 40 ans, ça fait donc que vous avez supprimé 1/40 de la croissance attendue. Pour fixer les idées, quelques exemples de catastrophes. Les tsunamis dont vous avez entendu parler en 2004, ou le tremblement de terre terrible de Port-au-Prince en 2010, 200 000 morts. Énorme, évidemment. C'est véritablement des catastrophes à l'échelle des pays qui sont concernés. À l'échelle du monde, ça n'est presque rien. 0,25% de la croissance de l'année du monde. Moins de 1% de la croissance de l'année. Le sida, dont on a beaucoup parlé, 2 millions de décès par an récemment. 25 millions en cumulé depuis le début de l'épidémie, en cumulé sur 20 ans. Alors dans le passé, on a connu des exemples, je ne vais pas tous les citer, prenons des grandes famines, puisque c'est le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Les grandes famines en Inde, dans le dernier quart du 19e siècle, ont fait environ 15 millions de morts. À l'échelle de l'Inde, c'était beaucoup. À l'échelle mondiale, à nouveau, ce n'était pas énorme. En Union soviétique, la combinaison des famines, des déportations, des épidémies dans les années 1918-1923 ont fait un peu moins de 20 millions de morts. En Chine, le fameux grand bond en avant de 1959-61 a causé 16 millions d'excédents de mortalité, à cause, là aussi, notamment de famine. Voilà, donc, vous voyez, on peut trouver des catastrophes, malheureusement, dans le passé, à quelques dizaines de millions de décès, et généralement sur plusieurs années. Une accumulation de crises de cette ampleur, pourrait aboutir peut-être à 100 millions de pertes. On aurait à peu près l'équivalent donc d'une année de croissance mondiale. On peut imaginer pire, évidemment, mais il est quand même difficile de compter sur ce genre d'événements pour freiner la croissance mondiale. Donc, moi, je pense qu'ils ne seront pas très loin de 9 milliards en 2050 et qu'il faut se préparer à cette échéance. Et d'abord sur le plan alimentaire, bien sûr, sachant que les contextes seront très variables. Le défi, je l'ai dit, va être très important en Afrique parce que la population va plus que doubler dans les prochaines décennies et que presque partout, l'accroissement mondial se situera dans les villes. Il faut donc trouver des solutions qui permettent aussi d'alimenter les populations urbaines, là où il y a des considérables problèmes de logement, d'assainissement, de transport, en plus de ces problèmes alimentaires. Voilà donc les quelques réflexions que je voulais poser sur le plan démographique. Et donc la suite de cette journée sera consacrée aux solutions possibles, aux problèmes possibles en matière d'alimentation plus directement. Merci.